Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Je vais vous proposer d'étudier ensemble finalement quel est l'intérêt de gérer la continuité d'activité? Et notamment, certes pour éviter la crise, mais pour éviter qu'elle se produise et que ses effets soient néfastes pour l'entreprise. Je vous propose ensemble de partager, ce diagramme qui vous permet de visualiser les pertes dues aux catastrophes mondiales, donc qui a été produit par Swiss Re Institute. Swiss Re étant un des cabinets, d'assurance, de réassurance et d'assurance mondiale les plus importants. Donc qui ont collecté ces chiffres qui permettent effectivement d'observer, depuis 1970, jusqu'à 2019, hein, donc il n'y a pas la pandémie, 2020 sur ce graphique. Donc d'observer que finalement on a une fréquence et une nature de crise qui évoluent dans le temps, et on voit sur la moyenne mobile à 10 ans la courbe en rouge, qu'effectivement les crises augmentent et que les dommages et les pertes associées deviennent de plus conséquentes, que ce soit des crises dues à des catastrophes naturelles ou des crises dues à des catastrophes humaines. Donc on comprend que pour, tout organisme ou organisation, la prise en compte effectivement de la continuité d'activité est un levier majeur, pour pouvoir effectivement passer ces crises qui soient effectivement soit des crises qu'on peut voir à l'échelon mondial, mais également des crises plus locales qu'on peut retrouver, comme par exemple l'incendie d'un site ou une cyberattaque, qui peuvent paralyser tout ou partie d'activité d'un organisme. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que les retours d'expérience des grandes crises récentes montrent que les organisations qui ont entrepris une démarche préalable visant à garantir la continuité de leur activité sont finalement les plus résilientes face aux événements déstabilisants. Donc finalement, on attend de la continuité d'activité qu'elle serve à préparer, fournir et maintenir les moyens de maîtrise et la capacité pour gérer l'aptitude d'un organisme à continuer de fonctionner pendant les perturbations. Donc non seulement effectivement assurer sa survie, mais prolonger effectivement d'un point de vue stratégique, les activités d'un point de vue métier. C'est-à-dire qu'au-delà, de poursuivre des activités sur lesquelles il est engagé, c'est de pouvoir proposer un véritable avantage concurrentiel face à d'autres concurrents qui, eux, n'auraient pas assuré cette continuité. Ça qui va permettre de renforcer sa réputation et sa crédibilité, par exemple, vis-à-vis de ses clients, et ça va pouvoir servir les objectifs stratégiques de l'entreprise. D'un point de vue financier, comme je vous disais, au-delà de l'aspect survie elle-même de l'entreprise, l'intérêt de gérer la crise, ça va permettre de diminuer l'impact, de réduire l'exposition, qu'elle soit juridique ou financière, et surtout de diminuer les coûts directs ou indirects que vont engendrer la perturbation. D'un point de vue partie intéressée, donc là, dans le partie intéressée, on peut parler aussi bien du personnel que des clients, des fournisseurs privilégiés, des partenaires, des institutions avec qui l'entreprise est en interaction. Au-delà de protéger dans ces crises, comme on peut voir, la vie, ou la propriété ou l'environnement lui-même, notamment dans des catastrophes, naturelles, par exemple, ou même humaines, on va prendre en compte les attentes et les exigences de ces parties intéressées en termes de continuité de service. Par exemple, si on est un hôpital, on a une continuité à apporter, et ce qui va permettre de renforcer la confiance auprès de nos clients dans nos capacités de réussite et donc de potentiellement pouvoir également développer nos activités dans ces domaines-là. Et enfin, un point important aussi, nos processus internes doivent pouvoir continuer de fonctionner pendant la crise, même pour pouvoir justement maîtriser de façon proactive nos risques, de façon efficace et efficiente, et traiter toutes les vulnérabilités opérationnelles qui peuvent surgir pendant et après la perturbation. Pour cela, vous avez sans doute dû entendre parler de mots comme PCA, PRA, et finalement, c'est des termes, que les gens emploient, mais on ne sait plus trop quel sens, qui fait quoi. Je vais vous proposer un peu de définition, avant d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité? En clair, c'est un plan de continuité d'activité organise globalement l'ensemble des mesures qui sont prises pour reprendre l'activité face à différents cas de menaces identifiés. En clair, un PCA décline la stratégie et l'ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir une reprise et une continuité d'activité dans un contexte donné, suite à un sinistre, par exemple, catastrophe naturelle, un événement perturbateur fort que peut être une pandémie, et il va donner les moyens et la stratégie, comment on va y répondre. Il va définir une stratégie de continuité de service, quelles sont les mesures qu'on va prendre pour pouvoir y répondre, quels sont les risques qu'on va identifier, comment on va les mitiger, qui vont être les différents responsables. C'est le PCA qui va être responsable d'identifier un dispositif de gestion de crise,
ce dispositif et expliquer comment il va fonctionner. Le PCA va également documenter quels sont tous les moyens qui vont être appliqués, même en mode dégradé, et va prioriser également quelles sont les exigences de continuité de service et quelles sont les activités prioritaires à adresser, et ce jusqu'au prononcé de la reprise des activités en mode nominal. Un PRA, lui, c'est quelque chose de très opératoire. Un plan de reprise d'activité, son but, c'est de minimiser les conséquences du sinistre et concrètement de donner les mesures sur le terrain pour s'assurer que le personnel, les actifs, les processus métiers seront disponibles dans un délai acceptable. Donc, par exemple, si on parle d'un plan de continuité d'activité catastrophe naturelle, on peut avoir des modes opératoires, on peut avoir une stratégie commune pour toutes les catastrophes naturelles, des objectifs de continuité de service identiques pour des clients, par exemple. Par contre, on aura des modes opératoires différents sur le terrain, selon si c'est, par exemple, un cas de séisme. Dans ce cas-là, on aura un plan de reprise d'activité séisme. Et si on a, par exemple, un cas de catastrophe qui est une pollution rivière, on voit bien qu'on risque de ne pas du tout avoir le même type de mode opératoire sur le terrain. De même, si on parle de la pandémie, puisque c'était le sujet d'actualité 2020 qui a relancé sur la table la continuité d'activité, on voit qu'on peut avoir un plan de continuité d'activité pandémie et que finalement, la réponse pour le Covid-19, c'est un plan de reprise d'activité avec des modes opératoires spécifiques. Et si demain on a un autre type de pandémie, on aura probablement des réponses différentes. De même en informatique, puisque c'est également un sujet où on a vu qu'en 2020, les cyberattaques se développent. La réponse à une cyberattaque, finalement, est associée, c'est un PRA, qui va répondre à une cyberattaque qui lui-même va être dans un contexte global de PCA, informatique, continuité des services informatiques. Donc finalement, on a défini des PCA, des PRA, super. Alors quel est le risque majeur, maintenant qu'on a tout défini? Ouais, qu'ils soient inopérants lors de la crise. Clairement, on se rend compte finalement que, lorsqu'il y a des entreprises, des organismes où il existe des PCA et des PRA, souvent ils ont été faits à un moment donné par des gens de bonne volonté qui se sont penchés sur le sujet, mais ils n'ont jamais été actualisés et ils ont été faits par quelqu'un dans un coin et donc du coup, finalement, on n'a pas une pilotage de la démarche. C'est des bonnes initiatives. La direction a souvent été assez peu impliquée, le management aussi. Parfois ou souvent, il n'y a pas eu de concertation avec les métiers, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé les questions de comment on allait faire travailler les métiers dans un contexte de crise. On a fait des choix sur le passé, mais qui n'ont jamais été actualisés. Donc, typiquement, peut-être qu'on a les choix qu'on a été faits ne sont absolument plus d'actualité parce qu'on n'a plus les mêmes exigences de la part de nos clients. Et souvent, c'est des opérations qu'on mène coup par coup. On décide de faire un PCA ou un PRA, mais sans vraiment complètement décorréler des activités. Ceci engendre qu'on a un périmètre, un contexte d'application qui sont mal ou non définis. En clair, on ne va pas répondre à notre besoin. On n'a pas toujours, identifié finalement quelles étaient les activités critiques ou si on l'a fait à un moment donné, peut-être qu'actuellement, les nouvelles activités critiques qu'on a pu intégrer dans notre entreprise pour des clients spécifiques, par exemple si on travaille pour des organismes d'importance vitale, on les a peut-être pas intégrés et on n'est pas en capacité d'assurer de les avoir identifiés et on n'a pas identifié leurs besoins réels de continuité. Donc nos services ne seront pas adaptés en cas de crise. On ne pourra pas leur assurer, les engagements contractuels qu'on a avec eux. De cela en découle le fait que les moyens humains et matériels qu'on a identifiés à un moment donné, il y a fort à parier qu'ils soient plus présents, que ce soit plus cela qu'on utilise. On a changé de matériel de production, par exemple. Les rôles et responsabilités des personnes ont changé, des personnes ont démissionné ou sont parties d'entreprise. Les ressources et compétences qui ont été identifiées dans un périmètre mal défini, sont insuffisantes dans le réel périmètre d'application de l'entreprise. Et souvent, ce qu'on oublie également, c'est que l'entreprise, elle n'est pas seule pour délivrer ses services. Elle s'appuie sur des partenaires, sur des fournisseurs clés. Et donc, les fournisseurs critiques n'ont pas été identifiés. Donc, en cas de crise, ne pourront pas être, bien sûr, mobilisés. Ainsi, on a une documentation qui n'est pas à jour, souvent pas assez documentée, et des modes opératoires, quand ils ont été écrits, qui sont complètement obsolètes. Donc, c'est la catastrophe. On ne peut pas remonter les opérations en cas de crise. Tout cela fonctionne, si effectivement on a mis en place des tests et entraînements aux situations, hein. Vous entendez, tous les premiers mercredis du mois les sirènes chez les pompiers, ça fait partie effectivement, des opérations qui permettent de vérifier qu'on est en capacité d'assurer, que nos moyens, fonctionnent en situation de crise.
On n'a pas de suivi d'indicateurs et de mesures d'efficacité, donc finalement, c'est un système, pour lequel on n'a pas aucune capitalisation qui permette de faire du retour d'expérience. Donc finalement, quand on regarde tout cela, on se dit: «Tiens, ça serait peut-être pas mal de mettre en place un système de management finalement de cette continuité d'activité», afin de maîtriser dans un cycle vertueux de PDCA. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces terminologies, pour mettre en place un système de management quel qu'il soit finalement, que ce soit continuité d'activité, qualité, sécurité, environnement ou autre, l'objectif à chaque fois, c'est effectivement de bien planifier ses opérations. Donc c'est tout ce qu'on a mis en rouge, hein, c'est bien vérifier sa stratégie, son contexte, ses besoins réels, les exigences qu'on attend de nous, pour ensuite pouvoir réaliser, proposer et documenter les moyens qui vont permettre de faire les choses et ensuite de pouvoir contrôler l'efficacité de notre système afin de l'améliorer dans une phase de acte. Pour cela, on dirait comment lever le risque finalement et gérer efficacement la continuité. Bon, je vous ai donné un peu quelques leviers. On va essayer effectivement de mettre en place une continuité d'activité qui soit gérée dans le temps et adaptée à l'importance et au type d'impact finalement que l'organisme souhaite ou non accepter suite à une perturbation. On peut choisir certains risques de les accepter ou pas et donc c'est vraiment une stratégie de la direction. Donc c'est l'objectif, vraiment, c'est un outil dont doit se saisir le management pour développer sa stratégie, atteindre les objectifs et prendre des décisions éclairées dans une démarche d'amélioration continue. En clair, est-ce que j'accepte ou pas d'assumer ce risque? Et ça, ce sont effectivement des décisions de direction qui doivent être mises en place et maintenir dans un système de management de la continuité d'activité. Il y a un guide intéressant qui permet, d'avoir des bases très concrètes qui a été réalisé un plan de continuité d'activité produit par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale en 2013. Depuis, nous avons l'ISO 22301 qui dans la version 2019 nous permet justement d'adresser la continuité d'activité, c'est-à-dire d'apporter la capacité d'un organisme à poursuivre la livraison de ses produits et la fourniture de ses services dans des délais acceptables à une capacité qui est prédéfinie, et ce pendant toute la perturbation. Donc le SMCA, si on rentre un petit peu dans cette norme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est un dispositif organisationnel de gouvernance pour comprendre la situation. Donc ce que je vous ai dit, le planifier au départ, hein, c'est on va analyser le contexte et voir quelle est notre exposition au risque. On va ensuite réaliser ou mettre à jour des réponses adaptées, donc des PCA et leurs PRA associés, qui vont être adaptés aux situations et aux objectifs de continuité. Et derrière, on va assurer une mise sous contrôle et une amélioration continue. Donc, par exemple, dans ce schéma-là, on voit qu'effectivement, si on prend par exemple le cas, on reprend les cas de tout à l'heure, pour un PCA catastrophe naturelle, donc dans le périmètre 1, on a nos modes opératoires différents, PRA séisme, PRA pollution, PRA pollution de l'air, de rivière, ce qu'on veut. Et dans l'informatique, par exemple, ça peut être un PCA périmètre 2 qui serait informatique, où on aurait cyberattaque, incendie ou d'autres plans de reprise d'activité à identifier. Donc l'outil sur lequel on s'appuie, comme je vous disais, c'est l'ISO 22301. L'avantage de cette norme, finalement, c'est que nous sommes dans une norme intégrée, donc comme toutes les normes actuelles, ISO 9001 et les dérivés, on va se retrouver avec des sections de 4 à 10 qui sont calquées sur les mêmes chapitres, finalement. Et donc, un système de management, de la continuité d'activité peut être complètement intégré dans le management QSE, par exemple, d'une entreprise. Donc dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, pareil que dans les autres normes, on va effectivement se focaliser déterminer finalement quelles sont les questions internes ou externes qui vont être pertinentes par rapport à la finalité de l'entreprise et qui vont affecter sa capacité à atteindre les résultats attendus en question de crise. Donc là, forcément, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? C'est les objectifs globaux de l'entreprise, quels sont ces produits et les services qu'ils offrent et finalement, c'est là qu'on va déterminer le niveau de risque, que l'entreprise souhaite prendre ou non, en fonction, mais effectivement, prenant en compte donc tout ce qui est les exigences, de continuité et besoin de continuité de ses clients, qu'on va retrouver dans des exigences de parties intéressées. On sent bien que, par exemple, si on a un client qui est un opérateur d'importance vitale comme un hôpital, comme une société d'énergie ou de transport, on n'aura pas forcément les mêmes engagements de continuité, qu'une société pour lesquelles finalement on
réalisent un produit, à faible valeur ajoutée et sans, besoin de continuité de service spécifique et pour lequel, dans une crise, on va peut-être accepter le risque d'arrêt. On a également des exigences réglementaires, juridiques sur lesquelles, notamment dans des cas de pollution de rivières, mais également dans des pandémies. On voit bien que dans le cas de la pandémie, de la pandémie avec le risque Covid, on a des exigences, réglementaires, des exigences, étatiques qu'on est obligé constamment de prendre en compte dans notre processus. Donc, il faut être en capacité de les identifier pour déterminer son périmètre et son contexte d'application. Ensuite, donc, le rôle de la direction primordial, bien évidemment, comme vous l'avez compris, puisque c'est la direction qui va définir quelle est sa stratégie, et qui va définir quelle est la politique de continuité d'activité qui va pouvoir être communiquée auprès de tous. Et surtout, la direction a le rôle finalement de s'engager notamment à mettre à disposition les ressources pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de sa continuité d'activité et de désigner le responsable qui lui aura la responsabilité et l'autorité de s'assurer que notre système de management fonctionne bien. Bon, on se retrouve dans une norme classique quelque part. Dans le chapitre 6, c'est là où on va retrouver un chapitre, planification, finalement quelles sont les actions qu'on va mettre face aux risques et aux opportunités. C'est là où on va définir nos objectifs. Pour, définir les objectifs de continuité, c'est-à-dire qu'en clair, on va voir comment nous sommes en capacité d'assurer les résultats escomptés avec des objectifs SMART, hein, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et fixés dans le temps et planifier les actions réelles pour les atteindre. Donc en clair, quoi, avec quelles ressources, qui est responsable, pour quand, quels sont les résultats. Bon, un schéma classique de planification. Le chapitre 7 va préciser, donc c'est le chapitre support. J'ai fait un focus sur l'aspect compétences et communication, puisque là, effectivement, on insiste fortement sur l'aspect que les personnes doivent être qualifiées et formées, par exemple, et sur l'aspect sensibilisation sur le rôle et responsabilité de chacun pendant une perturbation. Par exemple, dans un hôpital, le personnel qui est à l'accueil des urgences d'un hôpital, il est évident qu'il doit être formé aux procédures dégradées à appliquer en cas de panne du système informatique, s'il veut pouvoir continuer à accueillir de nouveaux patients. Et donc d'une part, mais d'autre part, il doit être formé également à comment on va réintégrer ces dossiers patients une fois que le système va rétabli. Donc ça, typiquement, on va le retrouver dans nos fameux PRA. De même, la communication est primordiale, qu'elle soit en interne, je viens de vous donner un exemple, mais également en externe. Quelle est la stratégie de communication de crise vis-à-vis de nos clients? Qui, comment, à quelle fréquence? Notamment, par exemple, si vous avez un sinistre de data center, quelle est la fréquence de communication que vous devez adopter vis-à-vis de vos clients pour limiter vos risques de perte de clientèle et pour pouvoir communiquer vis-à-vis d'eux. Ensuite, le chapitre 8, comme tout chapitre de normes, c'est un chapitre très opérationnel. En clair, on est sur l'activité. Et là, on va rentrer vraiment, donc là, dans ce chapitre-là, on va avoir les items qui vont vraiment préciser et codifier ce qu'on met dans un PCA, ce qu'on met dans un PRA et on en parlera un peu plus sur le slide suivant, donc je ne rentre pas trop là-dedans et mais également sur la notion de quels sont les programmes d'exercice et d'entraînement, qu'on va devoir réaliser pour, s'assurer que notre système fonctionne. On a un chapitre 9 qui est effectivement tout ce qui est surveillance, pilotage et performance, où on va retrouver toute la notion effectivement d'audit interne, de revue de direction. Et enfin, dans le chapitre 10, donc l'amélioration continue, c'est là qu'on va voir également comment on traite les non-conformités et de façon générale l'amélioration de l'entreprise. Donc si on fait un focus maintenant plus sur les bonnes pratiques d'un PCA, donc là, en ce qui concerne un PCA, donc l'objectif, c'est quand on va concrètement réaliser un PCA, on va d'abord cartographier le périmètre métier et technique. En clair, identifier les activités et formaliser les besoins de continuité de service. Pour cela, on va s'appuyer sur un outil qui est bien décrit dans le chapitre 8 de la norme, c'est l'analyse d'impact métier, BIA, c'est-à-dire Business Impact Analysis en anglais. En clair, on va définir là-dedans quels sont les types d'impact, quelles sont les activités qui vont pouvoir supporter ou pas des arrêts et on va déterminer des durées maximales tolérables de perturbation, par exemple. On va pouvoir également déterminer des objectifs de délai de rétablissement qu'on va pouvoir identifier et déterminer quels sont les moyens qu'on va mettre en place. On va pouvoir également déterminer finalement les activités critiques et leur urgence de reprise. En clair, on va déterminer des activités qu'on va remonter avant d'autres et pour lesquelles on va faire des arbitrages. Je veux dire, bah, celle-là, effectivement, on va remonter cette activité avant telle autre. Par exemple, si je prends un exemple dans un data center qui, par exemple, qui subit un incident,
Il est clair qu'on va avoir des objectifs différents pour des clients qui sont dits gold, on va dire, des clients, des premium, qui vont avoir une, garantie de temps de rétablissement, peut-être de 2 heures, par rapport à d'autres qui auront une garantie de temps de rétablissement plus faible. Donc là, on va mettre en place, du coup, une stratégie de continuité de service différente pour ces clients. Ça va être documenté dans ces PCRA, PRA. On va prévoir des modes de prévention également qui vont être documentés, des stratégies, pour limiter les perturbations. On va définir la formation du personnel, des éventuelles procédures de restauration et quels sont les critères de priorisation du parc client. Donc ça peut être fonction effectivement des contrats clients, mais ça peut être aussi fonction de l'importance du chiffre d'affaires, par exemple. Donc tout ça, c'est des critères qui vont être définis en amont avec la direction et pour déterminer une priorité de client. Par exemple, un client OIV dont je parlais sera sans doute prioritaire par rapport à un client industriel qui n'est pas OIV, même si on a un contrat qui est peut-être plus engageant. Voilà, c'est des arbitrages qui doivent être prononcés par la direction. Ensuite, derrière, effectivement, ça va décrire concrètement comment on met en œuvre le fonctionnement, de ces PCA, PRA. Donc l'objectif, c'est toujours la grande philosophie finalement pour un PCA, c'est des recommandations, des informations qui aident des équipes à répondre à une perturbation de façon à rétablir. Donc on va donner des détails, on va expliquer les procédures. Là où sur des modes opératoires, on va être très, très précis. On va parler de mesures immédiates, on va donner vraiment à poste, concrètement, j'ai mon système informatique qui marche plus. On va m'expliquer, je prends le cahier untel avec le stylo qui est à tel endroit, comment je développe, enfin, ça va être très pratique. Là où le PCA va être plus dans la stratégie globale de, la personne qui est à ce poste, où il n'y a pas continuité va devoir apporter la continuité de service. Voilà et donc du coup, l'objectif ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, c'est de réaliser les tests, c'est de former les gens parce qu'effectivement, ça passe par la valeur humaine et si les personnes sur le terrain ne sont pas formées, ça va être compliqué. Finalement, si je vous ai beaucoup parlé de tout ça, je pourrais en parler très longtemps, mais les facteurs clés de succès pour mettre en place un SMCA, on voit que c'est vraiment un projet à part entière et il y a 3 points phares. Le premier, c'est mobiliser les acteurs. Et notamment, comme vous l'avez compris depuis le départ, le top management, la direction, puisque c'est eux qui vont valider la stratégie et qui vont être indispensables dès le départ pour savoir vers comment s'orienter et quelles sont les décisions, les risques qu'on n'accepte pas, voilà, qu'est-ce qu'on prend et qui sont les différents acteurs opérationnels à tout niveau. Je rappelais le cas des partenaires. Dans tous les cas, adopter une démarche pragmatique et partagée. Ça veut dire que ne faut pas vouloir d'emblée de jeu faire l'insubmersible. Mieux vaut y aller par une technique de petits pas. On fait une première étape réaliste qui se couronne de succès, qui entraîne les gens dans le projet et on l'améliore au fur et à mesure. Et enfin, l'objectif, effectivement, c'est on est là pour construire dans le futur. Pourquoi on fait de la continuité d'activité? C'est pour que notre société soit plus performante, qu'elle fonctionne même en cas de continuité et qu'on s'en sorte le mieux possible. Donc l'objectif, effectivement, c'est de prendre en compte et améliorer heu, dans le futur notre système de continuité pour qu'il colle toujours aux besoins et à la stratégie de l'entreprise. Une des façons, de rentrer dans ce domaine-là finalement, bon, on peut faire de la formation classique sur le SMCA. Moi, ce que j'aime bien, c'est la formation, parce que c'est finalement une façon, de permettre aux organismes de s'approprier le SMCA. Moi, dans mon métier, j'accompagne des entreprises, pour se former sur le sujet et là où vraiment, j'ai toute ma valeur ajoutée, c'est pour que l'entreprise, une fois que je suis partie, est capable de gérer en toute autonomie son projet. Donc en général, on le fait en 4 étapes. La première étape, c'est cette étape est importante, comme vous l'avez compris, se poser sur la stratégie. Quelle est la stratégie? Quel est le contexte client? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Donc ça, c'est une étape importante, là-dessus. Ensuite, on va adapter éventuellement les contenus, les attendus, qui vont pouvoir vraiment être adaptés et personnalisés aux besoins du client. On va cibler les interlocuteurs appropriés, qui va être mobilisé sur le projet. On va entrer ensuite dans une étape formation, mais forcément, on est obligé de passer par une étape où on forme les gens sur qu'est-ce que c'est que le SMCA et puis on va rentrer sur des choses concrètes. Qu'est-ce que c'est rédiger un PRA? Qu'est-ce que c'est rédiger un PCA? Comment on le met en œuvre? Comment on le pilote? Comment on fait un BI, une analyse d'impact sur le business? Comment on va gérer les risques? Donc là, on va adapter la formation en fonction de la maturité aussi des personnes qui interviennent sur le projet, de ce qu'elles connaissent pas. Ensuite, il y a une phase où j'appelle ça coaching, j'aime pas trop ce terme, mais en gros, je vous accompagne pour mettre en place les actions, produire les livrables, c'est-à-dire c'est vous qui allez vous approprier les méthodes et je vais être là en guidance, en fait,
pour vous aider à lancer les actions, faire les points d'étape, assurer qu'on est bien dans le bon chemin et à la fin, au terme des actions, en fonction de l'avancement, on fait ensemble un bilan et une proposition de feuille de route qu'on présente à la direction et qui permet derrière, de mesurer effectivement, d'évaluer la maturité de là où en sont les acteurs dans la SMCA. Et puis vous, avec cette feuille de route, vous avez les rênes en main pour continuer à piloter votre projet. Merci beaucoup. J'espère que le sujet vous a intéressé et puis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup Fabienne, c'était très 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 intéressant et très clair. C'est très clair. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à utiliser l'onglet questions et réponses, pas l'onglet conversation. Je vois que certaines personnes ont écrit sur la partie conversation. N'hésitez pas à utiliser la partie questions et réponses. Vous avez, a priori, on entend très loin. Est-ce que c'est mieux maintenant? Donc, comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet questions et réponses pour vos questions. Je pense que Fabienne, tu as été très 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 claire et très précise. Ou alors tout le monde s'est endormi, c'est une possibilité aussi. Non, c'est un sujet où effectivement beaucoup de gens étaient peu concernés par ce sujet avant et qui a été remis en lumière en 2020. Beaucoup de gens l'ont pris effectivement sous un aspect contrainte et moi je suis toujours partisane de faire finalement d'une contrainte une opportunité. Et l'objectif, c'est vraiment que le continuité d'activité soit un levier de performance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en clair, lorsqu'on fait ce type de travail, en identifier toujours des gisements d'amélioration et de performance qui vont rejaillir sur les activités même de l'entreprise. Donc effectivement, un sujet très passionnant qui amène beaucoup de questionnements par rapport à la mise en place de ce PCA, PRA dans l'industrie. C'est vrai que comme tu l'as dit Fabienne, un sujet qui a repris dès mars dernier, malheureusement de par la pandémie qu'on a subie de plein fouet. Et effectivement, c'est un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, plusieurs entreprises commencent à annoncer la dynamique dans le domaine. Tout à fait. Et puis on voit qu'effectivement, de par le contexte, bon, pandémie certes, mais cyberattaque, finalement, c'est également un sujet sur lequel, cyberattaque, mais également on a entendu parler récemment de l'incendie d'un data center assez célèbre en France. On voit que tous ces sujets posent des questions, des sociétés ont perdu toutes leurs données là-dessus, se posent la question finalement, heu, comment prévenir, la catastrophe en cas de perturbation? Et de plus en plus de sociétés montent en maturité dessus. On a des organismes qui sont depuis plus longtemps, qui sont effectivement ceux dont je parlais, les OIV, les organismes d'importance vitale comme les hôpitaux, qui eux, ou les pompiers par exemple, qui eux ont déjà ce type de démarche. Mais ce sont des démarches faites sur l'expérience et souvent ne sont pas aussi structurées et font eux-mêmes appel d'ailleurs à des personnes extérieures, du consulting pour, les aider à mieux structurer leurs démarches et leurs stratégies, actuellement, ouais. Merci. Et de par ton expérience, quels sont les plus gros challenges lorsque tu arrives dans une entreprise pour déployer du SMCA ou du PCA? Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés ces dernières années? Souvent on nous appelle parce que le feu il est déjà là. Le feu il est là et alors je sais pas si c'est plus et finalement on se retrouve à travailler directement avec la direction puisque c'est cellule de crise qui est nommée mais sans être nommée. Enfin en tout cas en gros il y a besoin de quelqu'un et le challenge effectivement c'est on a très peu de temps. On est déjà dans le rouge c'est et donc on est face à une direction et faire comprendre à la direction que c'est avec elle d'abord qu'on va travailler, que même si on est dans le rouge, il faut qu'elle prenne le temps, de passer, la demi-heure, l'heure qui va bien pour définir les axes stratégiques ensemble. Et après, on est en vrai, quand on intervient dans ces contextes-là, on est en vraie coordination avec le middle management ou les équipes pour relayer, pour, la stratégie qu'on a plus ou moins arrêtée avec la direction, en tout cas pour aller creuser, pour alimenter et toute la difficulté, c'est d'arriver comme ça parachuté, d'être ce maillon, dans une situation de crise. C'est pour ça que je recommande de le prévoir avant. Ceci étant, par exemple, pour la pandémie, je me suis retrouvée, par exemple, parachutée auprès de différentes entreprises dans ce contexte-là et ce qui était très, très intéressant, c'est que finalement les directions ont vraiment pris, la dimension de l'intérêt de la continuité d'activité et derrière,
Au-delà de mettre en place, tous les PCA pandémie, les protocoles sanitaires, les mises à jour documents uniques, j'en passe et des meilleurs. Finalement, ils ont compris l'intérêt et l'enjeu de pouvoir, l'appliquer, non seulement pour la pandémie, mais également pour la continuité en général de l'entreprise et de remonter d'un cran. C'est-à-dire d'intégrer la dimension du système de management. En général, nos appels, c'est au niveau PRA, c'est qu'est-ce qu'on fait de suite et toute la difficulté, le challenge, c'est d'arriver à donner à nos interlocuteurs un cran au-dessus et d'arriver à mobiliser la direction dessus. Mais en général, quand ils sont dans le rouge, on y est déjà, ils sont mobilisés. Merci beaucoup, Fabienne, c'est très très clair. Euh, donc, a priori, pas de questions, en tout cas pas de questions spécifiques. Pour votre information, ce webinaire sera disponible en replay sur notre site Accence BPE. N'hésitez pas à aller sur notre site pour réécouter, partager ce replay à vos collègues. Et bien sûr, bien entendu, si vous avez apprécié le webinaire, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations ou d'éléments. On a effectivement dans notre catalogue de formation un certain nombre de formations, dont le SMCA qui fait partie de notre catalogue de formation, ainsi que la formation que Fabienne a expliqué clairement. Donc, si votre société, on va dire, est dans un mode d'anticipation plutôt que dans un monde pompier, n'hésitez surtout pas effectivement à lancer la dynamique auprès de vos collègues et aussi et surtout auprès de votre hiérarchie pour avoir des sponsoring. Et si vous êtes curieux sur le domaine, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour en discuter, échanger avec grand plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas Fabienne, c'était très clair. Merci pour toutes les explications et les informations. Merci à vous tous. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée. À bientôt. Au revoir.